Bonjour à tous ceux qui sont inscrits, aux quelques-uns présents dans la salle. Nous allons débuter ce deuxième débat de l'année du cycle Palladio, du cycle de l'Institut Palladio. C'est d'ailleurs le 10e cycle, le 24e débat organisé par la Maison Palladio. Ces débats publics ont pour objectif d'ouvrir en quelque sorte les travaux du cycle qui réunit 35 personnes pendant 8 séminaires annuels. Donc, nous avons beaucoup travaillé avec les auditeurs de cette année et beaucoup travaillé sur un thème qui avait été choisi dès la fin 2019. Je précise, c'est important, et qui était santé et bien-être dans la ville de demain. Autant dire que mon prédécesseur Gilbert Raymond et son comité de programmation avaient fait œuvre de préscience en choisissant cela, mais on ne l'a pas abordé en ayant le nez braqué sur le présent, mais en cherchant à traiter un peu les fondamentaux de cette affaire. Alors, ce débat va nous permettre d'élargir tout ça. Je voudrais préciser qu'on a donc, je crois, environ 200 personnes inscrites en ligne, présentes. L'idée, c'est je vais revenir sur la présentation de nos deux intervenants, mais l'idée, c'est de passer 1h30 pour ce débat et de le diviser en 3 tiers. Un premier tiers, on va demander à chacun de nos deux intervenants de dire comment ils voient le sujet. On va y revenir dans un instant, pour 15 minutes chacun. Un deuxième tiers, une demi-heure, où j'aimerais bien qu'une conversation s'instaure entre vous. Et je crois que ça ne devrait pas être trop difficile, parce que je sais que vous vous connaissez bien et que vous vous appréciez. Et je pense que on arrivera très bien à faire en sorte que la conversation s'instaure entre vous. Et puis un troisième tiers, où on répondra aux questions de l'auditoire. Alors, d'abord, je commence par remercier les intervenants qui ont pris le temps, ce qui est une grande marque d'intérêt de réserver cette soirée pour nous. Donc, d'abord, je remercie Sophie Boissard, qui ne peut pas être présente physiquement, mais qui s'est rendue disponible à distance. Sophie est la directrice générale du groupe Corian, qui est le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées et de cliniques spécialisées, pardon. Et aussi de soins à domicile, et qui a eu, il n'y a pas si longtemps, des responsabilités éminentes à la SNCF. Elle avait créé Gare et Connexion, etc. Et c'est dans ce cadre qu'elle a fait la connaissance de Stéphane Defay, notre deuxième intervenant, qui est aujourd'hui le directeur général de Grand Paris Aménagement, après avoir eu la même responsabilité à Bordeaux sur l'opération Bordeaux-Méditerranée. Donc merci à tous les deux d'avoir accepté de passer ce temps avec nous et de nous apporter votre témoignage et vos réflexions sur ce sujet majeur. Je ne vais pas être long dans mon introduction, je voudrais juste dire que ce qu'on a vu avec les auditeurs du cycle, c'est que ce thème de la santé était, je ne prends pas tout l'historique, etc., était absolument essentiel et qu'on ne pouvait pas le réduire à sa dimension purement médicale. En gros, si on prend le concept de l'OMS de pleine santé, c'est quelque chose qui est pratiquement équivalent, ce qu'on a beaucoup de mal à traduire en français, le mot étant bien-être, et qui sonne comme quelque chose d'une espèce de superflu, de luxe, etc., alors qu'on voit bien que c'est un sujet essentiel. Donc c'est ça qu'on a exploré, notamment dans ses implications sur la production de la ville, dans toutes ses dimensions, et aussi ce que veut dire de ce point de vue-là pour l'offre de soins, entendu au sens le plus large, ce que ça veut dire que véritablement tenir compte de cet aspect dans la production de la ville. Et donc, c'est là-dessus que je voudrais vous interroger l'une et l'autre dans vos responsabilités respectives. L'aménageur public, le groupe qui fait partie de l'offre de soins entendue au sens large, en quelque sorte, le groupe privé, l'opérateur privé. Et si vous voulez bien, je voudrais commencer donc par Stéphane, par l'aménageur public, en demandant comment ce thème-là percute en quelque sorte ou préoccupe ton activité d'aménageur dans l'agglomération capitale. Alors, tout d'abord, merci beaucoup Pierre pour cette invitation et bonjour à tous et toutes, à la fois ceux qui sont ici et ceux qui sont derrière leurs écrans. C'est vrai que cette thématique de la santé, elle est intrinsèque de la fabrique même de la ville. Et on voit à toutes les époques, que ce soit au Moyen-Âge,
mais plus récemment, quand on parle du Grand Paris, du travail d'Haussmann, c'est d'abord un acte hygiéniste, en fait, qui a préoccupé des dynamiques d'aménagement. Et c'est vrai que sans doute que malgré tout, on a oublié un peu tout ça. Et alors même que le sujet est présent aujourd'hui, et l'a été de tout temps, on sent qu'on a été dans les dernières décennies dans une atomisation de la fabrique de la ville. Alors c'est vrai dans la spécialisation spatiale, mais aussi dans des préoccupations qui ont beaucoup été travaillées en silo. Et ce que je trouve très intéressant sur cette thématique de la santé quand on raisonne en tant qu'aménageur, c'est que ça vient unifier d'autres éléments. Et notamment, on en parlait avec le président de la Fondation Palladio, Bertrand Fedot, qui nous fait l'amitié d'être là. C'est vrai que ça renvoie notamment à comment est-ce qu'on peut avoir une vraie écologie anthropocentrée et efficiente, à la fois dans sa dimension écologique, mais dans sa dimension humaniste derrière. Alors, pour évoquer cette question, moi, je voudrais d'abord distinguer en fait 4 thématiques et sujets différents, dont 2, et je pense que c'est très important de ne pas les oublier, qui renvoient directement d'abord à la santé mentale et au bien-être de la personne, d'abord dans sa tête et dans son esprit. Parce que, certes, et je reviendrai après sur des dimensions, y compris sur le bien-être au sens le plus physique du terme, mais ce sujet-là est premier. Je dirais, c'est quasiment la mère de toutes les batailles en réalité, parce que si ça ne fonctionne pas, si notre tête ne fonctionne pas, tout le reste, on le voit bien, ne fonctionne pas non plus. Sans compter que la France reste un des pays recordman du monde en termes de consommation d'antidépresseurs, par exemple. Donc ça montre bien quand même qu'on a un rapport à cette question qui est peut-être pas complètement réglée. D'abord, quand on est aménageur, la production même de la ville, elle se fait précisément dans l'esprit des gens. Je me rappelle, quand j'étais à Bordeaux, on aménageait un ancien échangeur autoroutier, d'ailleurs qui était encore à l'époque échangeur autoroutier. Et quand on avait parlé avec notamment des promoteurs immobiliers de se projeter là-dessus, tous nous disaient « Oula, mais ça va être terrible, on va mettre une dizaine d'années à commercialiser ça, ça va être compliqué. » On était en centre-ville de Bordeaux quand même, pour remettre les choses à leur place. Et en fait, il a fallu quasiment 1 an de travail avec eux pour qu'ils arrivent à se projeter et à se rendre compte qu'en réalité, la transformation qui allait se faire, elle allait totalement gommer cette dimension purement autoroutière pour en faire un quartier, etc. Mais ce temps d'1 an était nécessaire pour avoir un récit urbain qui se forme. Mais qu'est-ce que c'est plus important encore que de faire ce travail avec les habitants eux-mêmes ? Aujourd'hui, on voit, et je trouve qu'on a beaucoup vécu avec la crise du Covid, mais avec la crise et l'urgence écologique qui est la nôtre, on le vit aussi, on a une forme d'éco-anxiété qui se met en place. Finalement, l'éco-anxiété, c'est quoi ? C'est juste de constater qu'on a des défis absolument monumentaux, hors de notre portée, à chacune et chacun d'entre nous, qui sont là, et en fait, on est écrasé par eux. Bon, c'est totalement délétère. C'est quelque chose qui va à l'encontre de l'action, qui peut même paralyser, qui crée de la souffrance, y compris physique. Et on voit toutes les situations vraiment de mal-être profond qui sont nées lors du premier confinement, pas simplement à cause du confinement, mais à cause d'un bombardement d'informations très très difficile à gérer pour tout un chacun d'entre nous qui n'est pas un épidémiologiste chevronné et qui en plus devait faire le tri entre de l'information contradictoire. Bon. Si je ramène à une échelle beaucoup plus modeste, celle du projet urbain, concrètement, changer tout le cadre de vie d'habitants existants, donner un cadre de vie nouveau à des habitants qui vont venir, c'est assez violent en fait. Et on a un vrai enjeu dans la manière dont on construit avec les habitants le récit urbain, comment on les rend pleinement acteurs de ce récit, pour que précisément, ils ne subissent pas quelque chose qui les dépasse, et dont les codes et les fonctionnements les dépassent, mais qu'ils en soient pleinement acteurs.
Moi, je crois beaucoup, au-delà de tout ce qu'on peut dire sur la concertation, dès lors qu'on ne tombe pas dans la démagogie, mais au-delà des dimensions très efficaces, il y a quelque chose qui se joue à un degré beaucoup, beaucoup plus profond, qui est comment est-ce que finalement on enracine le projet urbain dans un territoire, c'est-à-dire dans une communauté humaine, avec les hommes et les femmes qui construisent cette communauté. Et ça, c'est un premier défi, et que je rattache volontairement et sans aucune hésitation à la question de la santé et du care de façon plus globale, parce que trop souvent on oublie cette question-là et on se contente de faire de la concertation où on coche des cases sans avoir ce travail-là. Deuxième niveau qui me semble très très important et qui n'est pas sans lien avec ce premier élément, et je reste toujours sur la question de l'appréhension mentale des choses, c'est à un moment donné, quels sont les critères finalement de succès d'un aménageur ? Est-ce que c'est un nombre de mètres carrés ? Est-ce que c'est une valeur moyenne ? Est-ce que c'est un nombre d'arbres plantés, comme parfois on peut le voir ici ou là ? Ma conviction profonde, c'est que c'est surtout rien de tout ça. Si moi je devais me donner quel est mon critère de réussite, et je le dis tout de suite, la métrique est très compliquée. C'est est-ce que les quartiers qu'on produit sont épanouissants pour les hommes et les femmes qui vont y vivre, y traverser. Alors aujourd'hui, dans 40 ans, dans un siècle. Ce n'est pas uniquement quelque chose de statique. Et bien évidemment, quand on prend la question de cette manière-là, ça renvoie tout de suite à mais qu'est-ce qui fait notre humanité ? Ni plus ni moins. Il y a déjà quelque chose qui ne fait certainement pas notre humanité. C'est le fordisme appliqué à la ville. C'est-à-dire la séparation en tranches dans lesquelles il y a le travail, la consommation, le loisir, la vie intime, la cellule familiale, etc. Or, quand même, c'est ce qu'on a juste produit sur le dernier siècle, majoritairement. Donc il y a quelque chose qui n'est pas simplement de la mixité au sens il me faut X mètres carrés de ça ou de ça ou de ça, parce que ça à la rigueur, c'est la manière d'aboutir, mais qui renvoie, et en préparant cette intervention, Pierre me rappelait notamment les réflexions de Sonia Gavadigno, qui travaille beaucoup sur ces questions. C'est aussi une question d'intensification des usages, mais aussi de décloisonnement. Pour moi, elle parle de densité relationnelle. Oui, tout à fait. Et je pense que profondément, on a un sujet qui est de dire, quand on vient dans un quartier, quand on fréquente un lieu, s'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle on peut fréquenter ce lieu, et on a envie de fréquenter ce lieu, c'est que c'est un échec. Ce qui fait le cœur de nos villes occidentales européennes, et sans doute que ce que je dis n'est pas tout à fait juste si on passe outre-Atlantique ou dans des villes africaines ou asiatiques, parce qu'on a aussi un fondement culturel, je pense qu'il ne faut surtout pas le nier. C'est à un moment donné d'avoir une diversité des motifs de fréquenter des lieux, c'est-à-dire une capacité de la rencontre, c'est-à-dire tout le contraire d'une gaieté de community, c'est-à-dire tout le contraire de quelque chose où on va être dans un entre-soi. Et on voit quand même à l'époque des réseaux sociaux, des bulles qui isolent de croyances qui en naissent, combien ça, c'est quelque chose d'important dans notre manière de fabriquer la ville. Et donc ça renvoie directement pour l'aménageur à des questions très très simples qui sont les questions des usages. Enfin, je dis la question est simple, la réponse est plus compliquée. Et j'irai même un cran plus loin, au-delà de l'intensification des usages dans un espace donné, c'est aussi l'intensification dans le temps. Et quelque chose qu'on oublie trop souvent. On a trop d'espaces qui, parce qu'ils sont spécialisés dans nos villes, finalement ne vivent que sur des tranches horaires données. Avec plein d'effets pervers. On pense tous bien sûr aux écoles. Moins de 35% du temps annuel d'ouverture, c'est quand même peu pour des objets qui stérilisent en fait l'espace public, parce qu'en plus ils ne créent pas de flux, en tout cas pour les écoles primaires. Mais on peut penser aux routes. Il y a un pays où moi j'avais été très très
impressionné par le bon sens qu'ils avaient. C'était au Brésil, à Rio. Pour ceux qui connaissent, entre Copacabana et le centre de Rio, il y a un tunnel. Et forcément, les flux ne sont pas toujours dans le même sens. Tout simplement, il y a des gens qui mettent des plots pour ouvrir 5 voies de circulation dans un sens le matin et une dans l'autre, et puis qui rebougent les plots l'après-midi. C'est tout bête, hein, mais c'est des choses qu'il faut qu'on réinvente et qui sont quand même un changement de paradigme assez radical dans le travail sur l'espace public. Ça, c'est juste un teasing pour le thème de l'année prochaine, si j'ai bien compris. Si je viens maintenant sur la santé, en intégrant aussi au-delà du bien-être, et c'est pas une opposition et c'est certainement pas une segmentation, on a la question aussi de notre santé, de notre bien-être au sens physique du terme, qui est bien sûr alimenté par notre cerveau, notre manière d'être en relation, mais au-delà. Je le disais, la question de l'écologie est absolument centrale. Concrètement, quand on travaille sur des îlots de chaleur, en fait, c'est d'abord une question de bien-être. Enfin, c'est pas qu'une question de bien-être, c'est aussi une question environnementale. Comment est-ce qu'on va avoir besoin de moins climatiser, de gérer des flux de température, mais c'est aussi une question de pur bien-être. On peut dire aussi que c'est en produisant plus de bien-être qu'on arrivera à faire adhérer les gens à une forme de ville plus compatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Je partage à 200%, parce que l'écologie punitive, je n'y crois pas un instant. Et l'écologie qui fait... soit qui fait fi de l'homme, soit qui va à l'encontre de l'homme. Et on a quand même là un débat idéologique qui, à mon sens, n'est pas tranché. Autant, je pense qu'il y a un consensus sur les enjeux climatiques et en termes de biodiversité et autres. Sur cette question, je ne suis pas tout à fait sûr que tout le monde pense de la même manière. Mais c'est peut-être pas le sujet, le sujet là. Mais très concrètement, ça va assez loin. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un levier de repenser la manière de fabriquer les actifs immobiliers. Donner un exemple très concret pour l'illustrer. À Bordeaux, on avait travaillé avec Apsys sur un projet de restructuration d'un tissu constitué, 500 millions d'euros d'investissement, c'est pas totalement anodin. Et Apsys, son métier, c'est le centre commercial. Donc, il était venu avec une vision. Alors, la localisation était parfaite, on était à la sortie de la gare, mais il imaginait un centre commercial fermé, avec une galerie couverte, climatisée, parce qu'en plus, à Bordeaux, il peut faire chaud l'été, etc. Dans la discussion qu'on a eue, on a eu une discussion qui était de dire, mais non, nous, on veut de la ville, en plus, on est dans la ville de Pierre, on veut du rez-de-chaussée, on veut des façades, etc. Ce qui est intéressant, c'est que Apsys, qui est orienté vers ses utilisateurs finaux, c'est-à-dire les clients qui vont fréquenter, tout de suite est entré dans une démarche dans laquelle il a intégré de l'eau, de la végétation, et un projet qui est excessivement vertueux d'un point de vue environnemental, avec une signature environnementale qui a été calculée dans les différentes phases, une empreinte carbone qui est excessivement vertueuse, mais il y est arrivé par les usages. Et c'est très, très sain. Et de la même manière, pour nous, la question, pour nous aménageurs, cette question de la santé, aujourd'hui, elle vient questionner finalement comment est-ce qu'on aborde l'écologie dans nos propres projets. Est-ce qu'on l'aborde juste comme étant un coefficient de biodiversité, c'est-à-dire une valeur, et c'est pas mauvais de l'intégrer aussi comme ça, ou est-ce qu'on l'aborde comme étant quels sont tous les services que la manière dont on va construire la ville, décarboner, créer la biodiversité, va apporter à celles et ceux qui l'habitent. Alors, je vais le dire très très clairement, aujourd'hui, on est un peu au balbutiement sur cette question-là. Il y a eu un gros travail qui a été mené par l'ARS d'Île-de-France, par l'ARS de Nouvelle-Aquitaine, par l'agence d'urbanisme de la métropole de Bordeaux, la URBA, et qui a mené à la production d'un certain nombre de référentiels là-dessus. Référentiels qui en fait sont plutôt des questions qu'on se pose. Mais un des sujets qui est important, c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on va se donner des indicateurs, alors des indicateurs d'abord d'aide à la décision, mais aussi d'évaluation de l'action qu'on mène. À mon sens, on est vraiment au tout début. Et je pense qu'il n'y a pas d'indicateur vraiment pertinent. En tout cas, s'il existe, je ne connais pas, ou je ne les connais pas. Toujours est-il qu'il va falloir les construire. C'est pour ça que nous sommes entrés dans une démarche expérimentale là-dessus, et d'ailleurs qui n'a pas attendu mon arrivée à Grand Paris Aménagement,
C'était déjà initié auparavant. Et on va expérimenter une méthode qui est l'étude d'impact santé, qui va venir essayer de qualifier, d'objectiver des éléments, que ce soit sur les éléments que j'évoquais, mais c'est aussi la gestion du bruit, de la pollution, tous ces éléments qui ont un impact direct. Donc ça, on va le faire, et je pense que d'ici quelques années, on pourra se doter d'outils importants. Et pour finir, et je pense que c'est aussi une transition pour passer la parole à Sophie, qui est une actrice très présente dans cette question. Ça renvoie aussi à la question de l'offre de soins dans la ville. Alors l'offre de soins au sens très très large du terme, pas uniquement du soin médical, mais du care, du cure et du care. Tout à fait. Avec clairement aujourd'hui des vraies questions qui se posent. D'abord parce que la médecine libérale en France, et au-delà de la médecine, toutes les professions libérales sont quand même, ou en tout cas étaient quand même pendant très longtemps, des artisans. Avec tout ce que veut dire l'artisan, c'est-à-dire très très jaloux de leur indépendance, avec une difficulté pour les aménageurs que de programmer ça. Parce que ça n'a pas beaucoup changé. Et ça n'a pas tellement changé. La médecine de ville, c'est ce qui a le moins évolué dans la médecine. Et malgré tout, on sent des évolutions. Alors je vais prendre une comparaison, alors ça vous fera peut-être sourire, mais j'ai eu l'occasion de voir l'évolution générationnelle des curés de campagne dans l'Allier. Alors, je pense que l'observation est valable dans d'autres départements que l'Allier. Et on voit qu'on a vraiment une césure générationnelle très très forte entre d'anciens curés de campagne qui ont toujours vécu tout seuls, en fait, concrètement. Je vous renvoie à Bernanos, ce que veut dire la vie d'un curé de campagne, en tout cas ce qu'elle voulait dire. Je pense que ce n'est pas si éloigné d'une réalité d'aujourd'hui. Et les nouvelles générations qui veulent vivre ensemble et qui sont prêts à s'installer ensemble à 40 km de leurs paroisses respectives, mais parce qu'ils ne veulent pas se retrouver tout seuls le soir. Alors, sans aller dans la transposition jusqu'au bout, mais malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, il y a un sujet, il y a un vrai espace pour, sans nier l'indépendance des professions libérales, produire des nouvelles manières de faire, à la fois localisées. J'ai rencontré un acteur qui est très intéressant dans son approche, qui s'appelle Medicina, on pourra en reparler éventuellement, qui est ouvert à Lyon et qui travaillait à Bordeaux, c'est comme ça que je l'ai rencontré, qui vient vraiment accueillir dans de l'immobilier avec des services très, très intenses, de la balnéothérapie, des appareils d'imagerie, mais il accueille des professionnels libéraux en lien avec le CHU, y compris pour faire de l'urgence ambulatoire, pour décharger d'autres fonctions, mais qui le fait à la fois sur place, mais aussi en projection. Là, en l'occurrence, on travaillait pour qu'il aille envoyer les personnes qui décidaient de travailler avec lui à Langon, c'est-à-dire dans des déserts médicaux, mais avec un attachement qui permettait de donner de la profondeur. Très important. Voilà. Mais malgré tout... donner des enveloppes immobilières à cette nouvelle façon de faire de la médecine. Je rappelle simplement nous on a appris ça cette année pendant le cycle, il n'y a à ce jour que un peu plus de 900 maisons de santé pluridisciplinaires en ville. C'est rien. C'est quand même très très faible. Il en faudrait beaucoup plus. Donc ça c'est un vrai sujet, d'autant plus que la technologie évolue dans un sens qui permet de faire jouer un rôle très très important à ces maisons, grâce à la révolution de l'ambulatoire. Et avec une question, et je ne sais pas répondre à cette question, c'est quel va être l'impact, par exemple, de la télémédecine. Enfin, avec quand même une intuition, c'est qu'un peu comme pour le télétravail, finalement, c'est plus un levier pour des modes hybrides, parce que le lien humain et social, enfin, on sait très très bien qu'un médecin, ce n'est pas simplement par l'ordonnance qu'il va signer qui soigne. La parole elle-même soigne. Et il ne faut pas l'oublier. Et la parole derrière une caméra ou... La technologie reste un outil. Voilà. Mais donc clairement, il y a des choses qui bougent et sur lesquelles les aménageurs que nous sommes sont un peu désarmés quand même. Tout simplement parce qu'on a peu en face de nous. Alors, Sophie en est un contre-exemple, mais il n'y en a pas tant que ça, en fait, des contre-exemples. Des opérateurs qui soient capables de nous accompagner sur cette transition sociétale de mode de faire et sur cette traduction très, très spatiale, très physique, très immobilière, avec aussi cette question en ligne de mire, c'est
la transition actuelle. Demain, est-ce que ça ne sera pas encore autre chose? Et donc, comment est-ce qu'on rend aussi l'immobilier qu'on va produire capable d'évolution sur des domaines qu'on ne connaît pas complètement? Donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel l'ARS nous accompagne, et c'est important parce que là, c'est pas notre cœur de métier, mais sur lequel il y a des vrais partenariats à nouer avec les acteurs qui, eux, sont de l'autre côté de la barrière et qui opèrent, et donc qui sentent aussi peut-être beaucoup plus profondément les tendances qui sont à l'œuvre. Merci beaucoup Stéphane de passer ainsi très facilement la balle, si je puis dire, à Sophie. Je pense que la question d'ouverture est tout de suite faite. De toute façon, votre groupe, d'une certaine façon, doit d'abord prendre soin des gens qui sont à l'intérieur des maisons que vous dirigez. Mais ma question, c'est au-delà de ça, comment vous envisagez votre fonction élargie du prendre soin dans la ville? Vous voyez, comment tout ça vous le traduisez, je dirais, dans votre impact urbain et dans votre stratégie d'entreprise? Merci Pierre. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment désolée de ne pas être là physiquement présente. Je vais juste donner la raison tout de même. En fait, je devais intervenir à une conférence à Londres, et quand j'ai accepté d'intervenir à Palladio, je pensais que ma conférence à Londres, j'étais encore dans le monde d'avant, serait virtuelle, et en fait pas du tout. Elle était physique, et donc je n'arrivais pas physiquement à revenir de la gare du Nord à temps pour aller chez Palladio, donc je me suis réfugiée à un endroit plus adapté pour vous parler. Donc c'est pour ça que je suis avec vous par écran tout en étant à Paris. Alors peut-être en quelques mots, et vous m'avez l'un et l'autre, Pierre et Stéphane, passer le relais sur cette dimension, la ville et la santé, et l'aménagement urbain et la santé. Peut-être juste quelques mots pour resituer en fait à quel titre je peux m'adresser à vous ce soir. D'abord, Korian, c'est un groupe de santé européen. Nous sommes présents dans 7 pays d'Europe, finalement les pays les plus urbanisés de l'ouest de l'Europe, en France, en Italie, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, en Grande-Bretagne aussi, en Espagne. Et donc, ça nous donne, et notre mission, les services que nous rendons, le demi-million de personnes que nous accompagnons, eh bien, ce sont donc la caractéristique d'être pour la plupart des personnes relativement âgées qui souffrent d'une ou plusieurs pathologies chroniques. Certaines sont dans leur environnement de vie normal chez elles et viennent nous consulter. C'est d'ailleurs la majorité des personnes, c'est 80% des personnes en nombre que nous accompagnons viennent nous consulter ou font appel à nous parce qu'elles ont subi une opération à l'hôpital, eu un traitement pour une maladie longue à l'hôpital, sont rentrées chez elles et ont besoin dans la durée, soit d'avoir une auxiliaire de vie qui vient chez eux, soit d'avoir une hospitalisation à domicile, soit de consulter ou de suivre en fait un programme d'entretien ou de rééducation dans l'une des cliniques ou instituts de rééducation que nous avons. Et de plus en plus, pour faire écho à ce que disait Stéphane au début, nous sommes aussi présents auprès de personnes qui souffrent de dépression ou d'anorexie. Bref, l'une des formes de pathologie de santé mentale qui est malheureusement l'une aujourd'hui des pathologies chroniques les plus présentes, avec une très fort taux de prévalence dans la population. C'est à peu près on estime que c'est entre une personne sur 3 et sur 5 qui, dans sa vie, souffre à un moment ou à un autre d'une forme de pathologie de santé mentale. Heureusement, pour la plupart d'entre elles, curable ou en tout cas améliorable. Donc voilà ce que nous sommes, et finalement ça nous donne un point de vue à travers les territoires européens, 700 bassins de vie, 1000 établissements au réseau de soins, 60 000 soignants, essentiellement des infirmiers, des paramédicaux, des rééducateurs, des kinés, des médecins bien sûr aussi, présents dans les territoires pour accompagner l'un ou l'une d'entre nous dans une période plus ou moins longue de fragilité ou pour une pathologie au long cours. Et je crois qu'il faut qu'on se dise ensemble, et si je voudrais revenir à la démographie, Stéphane est revenu au canon de l'urbanisme et de la pensée urbanistique. Moi, je voudrais revenir à la démographie. Dans les 10 ans qui viennent, dans les pays de l'OCDE et en particulier en Europe, vont arriver aux portes du grand âge les classes d'âge nombreuses du baby-boom d'après-guerre.
Et ça veut dire que très concrètement, entre maintenant 2020-2021 et 2030, pour les pays de l'ouest de l'Europe et la France en particulier, on va passer de 18% de la population à plus de 65 ans à 20, 21, 22%. Donc un saut proportionnel qui est extrêmement important vers les portes du grand âge, c'est-à-dire c'est la décennie des 70-80 ans qui va connaître la plus forte progression dans les années qui viennent, et avec une progression par ailleurs en nombre relativement constant, autour de 3% par an, de personnes de très grand âge, c'est-à-dire 85-90 ans, donc qui sont, pour une partie d'entre elles, dans des situations de dépendance cognitive et physique, et qui en tout cas ont besoin d'une aide au long cours pour les gestes de la vie quotidienne. Je ne suis pas sûre que cette révolution démographique et épidémiologique, qui fait que les maladies dites non transmissibles sont aujourd'hui la première des causes de pathologie en prévalence dans la population, je ne suis pas sûre qu'on en ait mesuré toutes les conséquences. Lorsque, en réalité, une personne sur 5, et puis d'ici 2050, une personne sur 3 dans un bassin de population donné, et parfois c'est beaucoup plus, parce qu'en plus la répartition n'est pas du tout homogène à la surface du territoire, est une personne âgée, qu'une personne sur 2 dans cette tranche d'âge vit toute seule, que les besoins d'accompagnement du quotidien ne sont pas en fait principalement des besoins d'intervention aiguë extrêmement pointus, pour lesquels les grandes plateformes hospitalières, nos CHU sont parfaitement adaptés, mais c'est, vous voyez, le soin de maintien au quotidien. C'est l'infirmière qui va passer régulièrement, c'est l'auxiliaire de vie, c'est votre généraliste qui vous suit et que vous devez aller régulièrement consulter pour renouveler votre traitement. Alors, vous pouvez, j'espère, de plus en plus, pourrez le faire en partie par téléconsultation, mais néanmoins, il faut que ce ne soit pas trop loin, que le médecin puisse passer, pour qu'un certain nombre d'examens puissent avoir lieu physiquement. Tout cet environnement, finalement, qui permet de continuer à mener, quelle que soit la situation de santé, la vie la plus qualitative possible. On a parlé de vie en santé ou de qualité de vie. Eh bien, je ne suis pas sûre aujourd'hui que notre aménagement, notre organisation urbaine, la manière dont on pense nos villes, en étant finalement, en tout cas les grandes métropoles, très orientées autour des populations jeunes, autour des étudiants, autour des touristes, autour finalement de la population active, je ne suis pas du tout sûre qu'on ait pris la mesure des changements que ça veut dire, que ça provoque. Et moi, je vois, en tout cas, en regardant la manière dont les partis urbains, les partis d'aménagement se déploient en Europe du Nord, en Allemagne, en Belgique ou aux Pays-Bas, où finalement cette tradition de ville moyenne, avec des centres commerçants et des centres de services de vie extrêmement développés, a tout à fait perduré. On est vraiment resté sur un tissu, un réseau de villes moyennes qui sont, dans leur organisation, beaucoup plus adaptées finalement à l'accompagnement en proximité de personnes vieillissantes, même lorsqu'elles vivent seules. Et la tradition du béguinage, je pense que beaucoup d'entre vous connaissez, qui sont finalement ces quartiers de ville, souvent qui étaient historiquement construits au chevet même de l'église. Donc c'est vraiment un enclos paroissial d'une certaine manière, dans lequel les veuves se regroupaient, chacune sa maison, avec un jardin et une culture un peu vivrière, enfin bon, un jardin potager, et puis cet environnement clos, une clôture de protection finalement, où finalement on pouvait s'entraider. Cette tradition du béguinage, elle a perduré dans des formes modernes d'urbanisme. Typiquement, le parcours résidentiel, je vais prendre la Flandre ou je vais prendre l'Allemagne, où on est très très présent, est toujours le même, c'est-à-dire à l'âge où finalement les enfants sont partis, vous n'avez plus forcément besoin d'avoir une grande maison avec un jardin et beaucoup de chambres, et vous avez envie finalement de retrouver un centre de vie, vous allez pouvoir faire vos courses à pied, ou si possible il y a un cinéma, un club, et toute une partie de vie de sociabilisation facile. Eh bien, il est assez fréquent de voir les ménages vers 60-65 ans, donc en pleine forme,
vendent leur maison et se réinstaller dans un appartement de centre-ville qu'elles auront choisi, et un appartement qui est installé dans une résidence d'un ensemble dans lequel, au pied d'immeuble, vous avez toute une série de services. Et les services sont des services qui ont leur économie, hein. Donc, ce n'est pas une résidence-service au sens où vous achèteriez un package, vous achetez d'abord un appartement, donc un espace de vie. Mais vous savez qu'en descendant au pied de l'immeuble, vous allez avoir un cabinet médical, vous allez avoir un magasin du quotidien, et vous allez avoir des espaces d'activité. Tout ça est faisable à pied. Et ensuite, au fur et à mesure que l'âge vient, et avec certains inconvénients, ce sera très facile de pouvoir mobiliser du service qui va venir à vous. Et donc, le parcours de vie, finalement, de ces 30, 40 dernières années, est un parcours qui est beaucoup plus... il y a moins de rupture, en fait, parce que d'une certaine manière, il y a cette tradition, cette culture de revenir vers les centres-villes, mais des centres-villes qui sont animés et qui sont des vrais centres d'activité, tôt, finalement, dans le parcours de vie. Sophie, pardon de vous interrompre, mais on pourrait dire que vous ne plaidez pas pour votre paroisse, si je puis m'exprimer ainsi, parce que là, vous décrivez comme idéal, en fait, une solution qui ne correspond pas à la nature des objets que pour le moment se fait votre offre, vous voyez? Absolument pas. Et c'est là qu'il y a, je pense, une totale méconnaissance de ce qu'on fait. Nous avons effectivement... Mais c'est une petite provocation, justement, pour ça. Ouais, c'est peut-être l'occasion de le dire. Nous avons effectivement un réseau de 800 maisons de retraite médicalisées à travers l'Europe. L'âge moyen d'entrée, d'arrivée dans ces maisons, c'est aujourd'hui autour de 90 ans. Et la quasi-totalité, en fait, des séjours, de la raison d'entrée en maison de retraite médicalisée, c'est vrai à travers l'Europe, partout pareil, c'est en réalité parce que les capacités cognitives et en réalité souvent des maladies Alzheimer ou troubles apparentés rendent impossible le maintien de la personne dans son environnement de vie autonome, ou trop lourd pour les proches. Donc, un tiers des résidents que nous accueillons dans ces maisons souvent viennent pour des séjours de répit. Donc, c'est plus une sortie d'hôpital après un accident de santé, c'est pendant les vacances où si l'aidant n'est lui-même momentanément pas disponible, et ensuite retournent chez elles ou vont rentrer dans une résidence-service. Et puis, celles et ceux qui demeurent durablement avec nous, en général pour en moyenne 3 ans, sont effectivement des personnes qui ont vraiment besoin d'une attention et d'un soutien constant. Mais nous avons fortement développé, et c'est pour moi un axe extrêmement important, toute une offre d'accompagnement dans ce que j'appelle moi des communautés de vie. Alors ça peut être des formes de béguinage, comme on vient de se le dire, des béguinages soit par petites maisons, mais plus souvent des colocations sous un même toit. On le fait en France plutôt en zone détendue. Je vais revenir après sur ce que je voudrais aborder ce soir avec AGV, donc plutôt des villages, des centres-bourgs où 8 personnes habitent sous un même toit avec une auxiliaire de vie qui habite sur place et puis du personnel qui vient aider à la journée. Mais donc c'est une colocation, un peu comme une colocation étudiante, mais bon, des personnes âgées mais qui ont leur tête. Et qui peuvent du coup facilement participer à la vie de la maison, participer aux courses, à la cuisine si elles en ont envie, bref, une vie normale mais communautaire. Et puis, nous avons toute une activité médicale qui est extrêmement importante. C'est un tiers de notre activité avec des établissements spécialisés dans lesquels il y a toute une équipe médicale qui est sur la partie de soins de suite, de rééducation pour les pathologies chroniques les plus fréquentes, cardiovasculaires, post-AVC, maladies neurologiques, cancer dans un certain nombre de cas de figure, et puis tout ce qui est aussi... Et qui interviennent dans quel genre d'objet, enfin dans quel cadre immobilier se déploie-t-il? Alors, toujours, nous possédons notre parc immobilier nous possédons désormais un quart du parc immobilier. Nous construisons chaque année, nous investissons à peu près 400 millions, Stéphane verra ce que ça veut dire, à travers l'Europe pour reconstruire, développer ou construire à neuf. Donc, on a en permanence entre 100 et 100 projets. Un projet chez nous, c'est entre 4 et 8 000 mètres carrés construits. On construit soit neuf, soit on reprend des bâtiments, y compris historiques. Ça peut être aussi des bâtiments conventuels ou historiques que l'on restructure et que l'on redéploie. Et cet immobilier est toujours, comme diraient les Anglais, purpose-built, c'est-à-dire conçu pour son objet.
et adapté à la fois dans son aménagement intérieur et aussi dans son pré-équipement, notamment digital de plus en plus, à la vocation de soins qui est la sienne. Mais ce que je pense, c'est que dans la décennie qui vient, il faut vraiment, et ça se joue maintenant, puisqu'on sait très bien que quand on lance aujourd'hui une opération de réaménagement d'un quartier ou une planification, on est parti pour au minimum 4-5 ans lorsque l'aménageur est très très bon et joue bien la concertation et qu'il a des élus, des bons sparring partners du côté des élus, mais parfois 10 ou 15 ans, hein, on le sait bien. Donc c'est maintenant que ça se pense et je crois qu'il faut vraiment qu'on inclue cette planification des âges et des usages dans la planification urbaine. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement et j'en terminerai là pour qu'on puisse échanger. Les Italiens, pour prendre un autre exemple, ont réservé dans leur planification urbaine un traitement fiscal et d'accès au foncier tout à fait privilégié au programme destiné au troisième âge, avec un objectif très clair qui est de dire il faut pouvoir construire dans les projets résidentiels, dans les projets d'activité, des espaces de vie ou des espaces de soins qui soient au plus près des quartiers et du troisième âge. Et donc, il faut qu'on baisse le coût du foncier et le coût du foncier bâti pour qu'on puisse faire des choses qui soient accessibles à tous et pas seulement des équipements, pas seulement sous régime d'équipement public. Ça, c'est un premier sujet. Je pense aujourd'hui que les équilibres fonciers en hyper-centre-ville dans les grandes métropoles évincent en fait la possibilité de faire ce type de programme et d'espace de vie pour le troisième âge. Et ça, c'est vraiment un problème majeur pour moi. Deuxièmement, je pense qu'on n'a pas du tout pris la mesure de ce que ça signifie en termes de logement des soignants. J'estime au bas mot, et d'ailleurs on manque totalement en France d'un observatoire des métiers du soin, mais si je regarde simplement ce qui est devant nous en termes donc, de démographie et de prévalence des maladies chroniques pour les personnes très âgées, je pense qu'il faut au bas mot que nous ayons entre 1,5 million et 800 000 soignants de plus d'ici 2030. Et dans cette population, ce sont des soignants, ce sont des infirmiers, ce sont des rééducateurs, tous les métiers de la rééducation qui sont indispensables à l'accompagnement en dignité et en qualité de ces situations de vie. Ces soignants aujourd'hui, non seulement on les a en nombre insuffisant, mais on ne pense absolument pas à leur logement. Et donc on les condamne aujourd'hui dans les villes denses à habiter à l'autre bout de l'agglomération, donc à passer une partie de leur temps, et Dieu sait s'ils sont des métiers de présence continue, dans les transports, dans les bouchons, et donc on les décourage d'une certaine manière, enfin en tout cas on les condamne à une qualité de vie qui est extrêmement pénible dans la durée. Or ce sont précisément des ressources ultra précieuses. Et je vais vous donner moi des exemples que je vis tous les jours à l'échelle de l'agglomération parisienne, quand je demande aujourd'hui à des maires, alors nous sommes certes une entreprise privée, avec un tour de table d'actionnaires privés. Enfin, bon, c'est Crédit Agricole, Malakoff Humanis, ce sont des privés, je dirais, très engagés dans une vision longue des intérêts publics. Mais néanmoins, mes soignants ne sont pas éligibles à du logement social. Et je n'ai pas de parc de logement social comme la PHP peut en avoir encore pour des raisons historiques. Quand je demande aujourd'hui à des maires de privilégier finalement des auxiliaires de vie, des aides-soignants qui interviennent dans la maison de retraite de l'endroit ou dans la clinique de l'endroit, plutôt que de les condamner à traverser chaque jour la moitié de l'agglomération parisienne, ils me disent mais je peux pas, le contingent est petit, je le réserve à des administrés que je connais, etc., etc. Donc non. Et je pense vraiment qu'une planification urbaine de cette décennie, compte tenu encore une fois de cette transformation démographique majeure qui va s'amorcer là, suppose que l'on pense à la fois service de proximité, c'est-à-dire comment je place auprès des personnes qui vont vieillir les personnes qui vont pouvoir les accompagner dans la durée, et comment je permets aux personnes qui vont vieillir de rejoindre des centres denses pour que justement on puisse les accompagner facilement.
Et du coup, il faut repenser complètement parcours résidentiel, à la fois des personnes âgées, des personnes vieillissantes, et aussi parcours résidentiel des professionnels du soin qui me semble devoir être totalement prioritaire dans l'accès à un parc de logement social ou un parc de logement à loyer modéré. Et ça, pour moi, c'est un des défis de la planification des usages qu'il faut impérativement que l'on mette tout en haut de la liste. Merci Sophie. Sur ces deux idées que je résume, excusez-moi, rapidement, comment diffuser dans les programmes en quelque sorte, ou intégrer dans les programmes les formes de... Mais ça peut d'ailleurs ne pas s'appliquer seulement à la question du grand âge, même si on voit bien, mais parce que c'est aussi la question, je parlais tout à l'heure des maisons de santé, enfin comment on met ça dans les programmes. Ça, c'est vraiment une question pour l'aménageur. Et puis là, cette deuxième idée essentielle, que c'est plus qu'une idée, c'est une revendication, si j'ai bien compris, sur le logement des soignants et des aidants. Si on veut, juste une des choses que nous avons appris cette année, c'est le nombre, si on prend toute la population des soignants et des aidants, si je me souviens bien, je me tourne vers les auditeurs, il est absolument incroyable. C'est 15 millions de personnes, si on prend entendu au sens large. Les enseignants dedans. Alors, je crois qu'il y a des enseignants dans ce style. Tous les gens qui sont là pour s'occuper des autres, quoi, en quelque sorte. Si on prend, c'est presque les fonctions support de la société. Vous voyez, c'est à peu près ça. Mais c'est énorme, énorme. Alors, c'est une population dont beaucoup de gens disent qu'il pourrait être les emplois intermédiaires de demain. Enfin bon, qui est absolument essentielle. Et une société du cœur, c'est déjà commencé à s'occuper d'eux, quoi. Donc, je trouve cette idée que vous avez, cette demande que vous faites est essentielle. Ça commence effectivement par le fait de pouvoir les loger correctement à proximité de leur boulot. Enfin, on l'a vu à propos de l'hôpital beaucoup, hein, la nécessité de programmes de logement à proximité de l'hôpital. Mais ce que vous dites est vrai pour tous les types d'établissements. Enfin, je crois qu'il faut qu'on ait bien conscience que le parcours de santé de maintenant, en fait, et qui va être de plus en plus prédominant, parce que la médecine le permet aussi, c'est non seulement une intervention vitale extrêmement importante à l'hôpital, mais qui est très ponctuelle en termes de temps passé, même si elle est tout à fait essentielle. Et ensuite, ce sont des années à vivre quand on a un diabète, quand on a une maladie cardiovasculaire, quand on a une maladie neurodégénératives. Et malheureusement, ce sont des maladies dont la prévalence augmente à la fois compte tenu des modes de vie et avec le vieillissement de la population. Ce sont donc des années dans lesquelles un soin de moyenne ou de basse intensité est vital. Et ça, c'est même encore plus important que les personnes qui assurent ce soin jour après jour, si on veut éviter d'avoir en permanence des nouvelles, une interruption, des nouvelles personnes qui interviennent, puissent habiter au plus près de la population accompagnée. Et aujourd'hui, ces personnes-là, qui ne sont pas nécessairement employées par des hôpitaux publics, qui vont être employées par des réseaux de soins à domicile, qui vont être employées par toutes sortes de structures, d'ailleurs, publiques, privées, associatives, ce n'est pas tellement le sujet. Ces personnes-là sont complètement oubliées dans l'organisation spatiale et dans l'offre de logement. Et je voudrais insister un tout petit peu, je vous ai parlé d'AGEVI, ce sont ces colocations qu'on développe aujourd'hui en zone très rurale. Je voudrais revenir sur le sujet. AGEVI, c'est 500 mètres carrés dans lequel on arrive donc à faire cohabiter 8 personnes, des grands studios, une grande pièce de vie commune, et on met à l'étage un appartement 80-90 mètres carrés pour l'auxiliaire de vie qui est vraiment le référent, donc qui finalement organise la vie dans cette maisonnée avec ses enfants, sa famille. Donc ça nous permet de faire d'une pierre deux coups. D'une certaine manière, il ou elle est présent sur place en permanence avec ses enfants, donc avec une qualité de vie tout à fait bonne. Et pas de déplacement, donc une présence pérenne tout à fait assurée. Et puis, voilà, ça ancre d'une certaine manière une stabilité. Moi, je voudrais absolument pouvoir développer ce concept en zone rurale, ce concept qu'on a importé des Pays-Bas et qu'on développe maintenant à l'échelle nationale rencontre un succès énorme. Les maires sont très demandeurs de ça en général. Et c'est nous qui construisons. On a développé une foncière avec la Caisse des dépôts, Banque des territoires, avec Prédica, donc la filiale d'assurance du Crédit Agricole. Et donc, on fait notre affaire de financer la construction. Et ensuite, c'est le loyer des personnes qui vivent sur place
et leur contribution aux frais de bouche, plus les aides auxquelles elles ont droit en termes de dépendance, le cas échéant, qui permettent de faire tourner cela sans aucune subvention publique autre. Moi, je rêve de pouvoir développer exactement le même type d'offre en ville. Je n'ai pas réussi pour l'instant à faire voler, économiquement parlant, ce type de projet quand je regarde dans des zones métropolitaines en centre-ville. La charge foncière est rédhibitoire. À Gévy, j'arrive aujourd'hui à le faire tourner avec un loyer de 500 € par mois. 500 € par mois, vous remettez 500 € pour participation aux frais de bouche, électricité, enfin bref, toutes les charges de vie. Et il vous reste encore, quand on regarde le niveau moyen de revenus de cette tranche de population, il reste encore assez facilement un 500 € qui va permettre de rémunérer les heures d'aide, les heures de soins nécessaires par personne en fonction de son état effectif de santé. Donc tout ça fait 1 500 €, c'est tout à fait soutenable et dans la durée. Je suis absolument incapable de reproduire la même chose à Paris. Incapable. Ou alors il faut que j'entre à ce moment-là dans le régime du logement social, et à ce moment-là, je vais évincer, je ne pourrai pas m'adresser à toute une catégorie aujourd'hui de personnes qui ne sont pas éligibles en termes de revenus au logement social. Et je pense vraiment qu'il faut qu'on s'attaque ensemble à cette question finalement de l'accès à un logement résidentiel privé en centre-ville, si on veut être capable de faire face ou d'accompagner dignement, et comme le disait Stéphane avec humanisme, ce défi de la société de la longévité qui est devant nous. Oui, peut-être pour réagir là-dessus, je pense qu'il y a deux sujets qui sont de nature assez différente, en tout cas dans la nature de la programmation. Tu pointes, et à juste titre, un sujet qui est un sujet plutôt y compris des politiques de logement social, d'attribution, etc., sur lesquelles il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait rien à faire, et c'est d'une complexité sans nom. Mais par exemple, pour être très très concret, en ce moment, on discute avec la présidente, la directrice générale d'Action Logement, Nadia Bouillet, justement pour pouvoir, notamment sur les quartiers de gare du Grand Paris, avoir cette offre pour les salariés de la première ligne, que ce soit les soignants, que ce soit les policiers, les enseignants, précisément parce que s'il y a bien des gens qui doivent pouvoir se trouver près des gares pour pouvoir desservir et servir en fait le maximum de population, et concrètement, juridiquement, c'est possible. Alors, comme toujours en France, en fait, beaucoup de choses sont possibles. Le problème, c'est qu'il faut quand même parfois batailler ferme pour y arriver. Donc, il faut beaucoup de volonté. Et c'est nécessaire. Et je partage tout à fait ce que tu disais sur cette importance. D'ailleurs, d'une certaine manière, le fait que l'AP-HP, par exemple, se soit doté d'un parc immobilier propre, c'est à la fois très bien parce que ça répond à un besoin primaire extrêmement important, et en même temps c'est un constat d'échec, parce que c'est pas le métier de la PHP que d'être un propriétaire de logement. Il devrait pouvoir s'appuyer sur d'autres acteurs pour le faire, sans compter même que ça pourrait créer des ghettos de salariés des mêmes emplois, et c'est pas bon en soi. C'est quand même bien qu'un aide-soignant ou autre puisse peut-être vivre pas que avec d'autres aides-soignants ou tout le temps, parce qu'il y a aussi une tension personnelle, nerveuse, familiale, etc. Sur la question de l'inclusion dans la ville des offres de services, et j'intègre dedans y compris ces colocations, ces béguinages nouvelle génération, dont j'avais effectivement en tête que tu les avais développés en monde rural, et c'est extrêmement précieux. Là, pour le coup, c'est vraiment un sujet d'aménageur. Et c'est un sujet d'aménageur à deux titres. C'est un sujet d'aménageur dans la programmation, mais surtout dans la péréquation foncière.
Et là-dessus, je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'aménageur d'avoir une vraie vision de quelles sont les fonctions qui rapportent de l'argent et qui peuvent se permettre, y compris de payer des charges foncières, cas échéant, plus élevées, et il en existe, mais aussi d'avoir cet équilibre de fonctions qui ne génèrent pas ça. Ça renvoie, alors si je raisonne notamment sur les rez-de-chaussée, parce que c'est souvent un sujet aussi de rez-de-chaussée, ça renvoie quand même à une vraie stratégie d'investissement de long terme à l'échelle d'un quartier. Et comment est-ce qu'à un moment donné, en même temps qu'on programme spatialement et des objets architecturaux, en fait on programme aussi la détention de long terme de portefeuilles d'actifs qui permettent de mixer à la fois des actifs de rentabilité avec des actifs qui ne sont pas nécessairement des actifs de rentabilité, mais cela dit, qui sont aussi des actifs générateurs de flux pour d'autres activités. Enfin, concrètement, bon, le mix cabinet médical, pharmacie est connu de tout le monde depuis très longtemps, mais d'autres services de tous les jours peuvent aussi trouver leur place. Et ça, trop souvent, je trouve que nous, aménageurs, nous sommes défaussés de ce sujet parce qu'il est un peu compliqué, parce qu'il nécessite d'intégrer finalement des acteurs de long terme très tôt dans un processus qui est lui-même un processus de long terme. Mais c'est absolument impératif qu'on le fasse, et pas que pour les questions de santé. Quand on est aujourd'hui sur le défi de réintégrer de la ville productive en centre-ville, en fait, c'est exactement la même équation. Donc si vraiment ça a une utilité sociale de le faire, et je pense que pour le coup, sur les questions de santé et de vieillissement, le doute n'est pas vraiment autorisé, ça le justifie. Et il faut, peut-être dernier point, parce que là, on touche quand même à une barrière culturelle française extrêmement puissante. Tu as dit à plusieurs reprises, nous, on est un acteur privé. Et je pense qu'il faut qu'on arrête de considérer qu'un acteur privé n'est pas générateur d'un service qui est éminemment public dans sa finalité. D'ailleurs, même le droit européen le reconnaît en tant que tel, il explique. Mais même sans aller dans du droit, trop souvent, on a cette espèce de barrière mentale, et qui n'est que mentale, puisque juridiquement, il n'y a aucune impossibilité, qui consiste à dire « Ah oui, mais parce que c'est un acteur privé, lui, il n'y a pas de raison qu'il lui soit fait ce qui serait considéré comme un traitement de faveur. » Ce n'est pas un traitement de faveur, c'est juste reconnaître les modèles économiques qui sont différents pour un certain nombre d'activités, dont certaines sont indispensables pour le vivre ensemble, et qui, si on ne... Enfin, tu pointes à juste titre, et je partage complètement, si on ne se donne pas les moyens, y compris financiers, de le faire, à un moment donné, il se passera ce qu'on connaît aujourd'hui, des déserts médicaux. Et n'oublions pas qu'en Île-de-France, il y a des déserts médicaux. Il n'y a pas besoin d'aller au fin fond de la Creuse pour en trouver. Ça suppose, Stéphane, que les PLU ou que les choix qui sont faits dans les zones d'aménagement ne distinguent pas selon la nature du porteur du projet, ce qui est aujourd'hui quand même encore souvent le cas. C'est plus simple à faire en opération d'aménagement que dans le diffus. Pour le coup, je pense que autant c'est même facile à programmer en opération d'aménagement. Non, dans les PLU, moi je me heurte en permanence à des situations où finalement on se rend compte que parce qu'on est opérateur réputé privé, alors qu'il s'agit de produire un service médical, une clinique de rééducation, que sais-je, on va nous demander de construire X parking de telle et telle manière, alors que le même service sous un label public ou associatif se verrait exonéré de cette obligation. Tout ça est totalement absurde. Après, on peut dire oui, mais on peut discuter, on peut modifier le PLU, oui, bien sûr, mais on va prendre X années, alors que, encore une fois, l'enjeu est maintenant. Quand on regarde la démographie médicale et les courbes épidémiologiques et démographiques, on n'est pas très, très loin de la zone de rupture si on ne prend pas le taureau par les cornes. Et je pense que c'est pas propre à la France, c'est peut-être un point pour se rassurer un tout petit peu. Là, maintenant que le Covid reflue, on peut reprendre un peu son souffle, tous les pays sont en train de réaliser à quel point ça a accéléré finalement cette transition vers la nécessité d'avoir une médecine orientée vers les personnes chroniques et fragiles, et de repenser complètement l'articulation d'une prise en soin qui est une prise en soin de réseau. Sophie, est-ce que je peux résumer ce que vous venez de dire en disant que si on veut accélérer, massifier l'investissement
sur ces sujets-là, et notamment l'investissement privé, il va falloir modifier l'urbanisme réglementaire. C'est pas seulement un problème d'aménagement, d'urbanisme opérationnel, choses comme ça, c'est vraiment sur les PLU qu'il faut intervenir, quoi. Oui, en tout cas, c'est évidemment, c'est pas séquentiel, au sens où je pense, comme le dit Stéphane, il y a déjà des choses qui peuvent être faites aujourd'hui. Il faut aussi que la manière dont les investisseurs immobiliers considèrent les usages des bâtiments et équipements dans lesquels ils investissent soient plus ouverts. Probablement, on peut y revenir. Mais il y a un certain nombre d'endroits où les barrières sont de nature réglementaire, oui, voire législative. Non, mais cette question est évidemment très importante. On n'a pas de questions des personnes qui sont connectées pour le moment. Moi, je voudrais revenir sur un sujet qu'a abordé Stéphane. Vous ne l'avez pas encore abordé, Sophie. C'est comment utiliser, en gros, notre relation, la relation entre notre pleine santé et la nature. Cette dimension-là de notre relation à la biosphère, en quelque sorte. Alors déjà, comment vous l'intégrez chez Korian? Est-ce que c'est un élément pour les personnes qui sont chez vous, en quelque sorte? Merci beaucoup, Pierre, de revenir à ça, parce qu'effectivement, j'étais passée trop vite là-dessus. Oui, absolument, au sens où quand on le sait tous, quand on est malade ou quand on doit garder la chambre, c'est d'autant plus important de voir ou d'avoir à proximité des arbres, du verre. Bon, alors pour moi, c'est devenu un élément majeur du choix d'investir ou de ne pas investir dans un site. D'avoir d'une manière ou d'une autre un peu de verre ou un peu beaucoup, autant que faire se peut. Après, on revient sur la question de rareté et de cherté du foncier. On a repensé complètement avec l'aide d'un designer que vous connaissez peut-être, Saguez, Olivier Saguez et son équipe. On a repensé complètement nos plans, en fait, type. Ensuite, on déploie site par site en faisant attention d'avoir systématiquement des vues, de travailler sur la dimension des fenêtres, sur les matériaux, sur le bois. Donc, pour vraiment essayer d'avoir un lien avec des éléments naturels dans tous les bâtiments de soins ou de vie que l'on construit. Il y a un point qui me tient, moi, ou qui me tient particulièrement à cœur, ou qui, par certains côtés aussi, me préoccupe tout particulièrement, c'est la question du réchauffement dans les zones urbaines denses. Le réchauffement et la question des puits de chaleur qu'on peut vivre dans les grandes villes, et en particulier, on le voit à Paris année après année, elle est pénible pour tout un chacun. Elle est particulièrement pénible, voire dangereuse, pour les personnes fragiles. Alors, on peut y remédier à l'intérieur en s'équipant de climatisation, ce qu'on fait. C'est quand même un pied à aller, et d'ailleurs, d'un point de vue climatique, pas du tout une solution adaptée. Je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille, et là aussi, c'est plutôt à l'échelle de l'aménageur ou des autorités d'urbanisme. Il faut qu'on retravaille complètement sur la modélisation de ces puits de chaleur et sur le choix des matériaux. Et donc, il y a vraiment une dimension systémique qui est extrêmement importante pour essayer de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas dans les 10-15 ans qui viennent avec des sauts de chaleur de l'ordre de 10 degrés en période d'été, parce que ça devient un danger mortel pour des personnes fragiles. Mais, je partage tout à fait. D'ailleurs, je pense que le sujet qu'il y a derrière, c'est tout simplement d'assumer qu'aujourd'hui, on a quand même en grande partie perdu la bataille contre le réchauffement climatique. En tout cas, en zone urbaine dense, c'est certain, même si on arrive à tenir la trajectoire à 1,5 ou 2 degrés en global. Je pense qu'il faut se dire qu'il y a des endroits qui sont des puits de chaleur extrêmement puissants, et les grandes métropoles en sont certainement. Et donc, il faut qu'on retravaille comment on vit dans ces puits de chaleur et comment on peut atténuer cet effet pour des personnes fragiles. Des mesures d'adaptation, ça. Oui, tout à fait. Au-delà des mesures de réduction. Et ça, pour le coup, c'est aujourd'hui qu'il faut le faire, parce que les effets, déjà, on commence à les toucher du doigt, mais 2050, ça va être encore plus ample. Or, 2050, c'est aujourd'hui qu'on prend les décisions qui vont vraiment structurer ça.
parce que là, on est en plus sur le rapport du plein au vide, donc sur des choses qui sont des choses extrêmement rigides, finalement, dans la production de la ville, donc où on a peu de marge de manœuvre future, on le voit aujourd'hui. Donc, Ça passe par la modélisation des flux, les vents. Moi, je suis très frappée. Nous sommes présents au sud de l'Espagne, donc où les températures sont couramment proches de 40 degrés. Et les techniques constructives dans le sud de l'Espagne font qu'on peut fonctionner sans clim. Ouais. Avec finalement des parties de construction en hacienda, cours intérieurs, systématiquement, effectivement, des caves, enfin, et une organisation finalement de la circulation de l'air qui fait que c'est tout à fait supportable, sans parler des matériaux employés pour le sol, les murs. Et tout ce travail-là aujourd'hui, pour moi, est absolument vital dans le parti d'aménagement en zone urbaine. On n'a pas beaucoup parlé des déplacements jusqu'à maintenant, ou seulement indirectement. Comment, Stéphane, comment tu as à la question des parcours, tu vois, on pense notamment au parcours de marche. Enfin, on voit bien que c'est un sujet commun aux préoccupations de santé et de bien-être d'une part, et à la lutte contre le réchauffement climatique. Il va falloir marcher plus. Je rappelle les distances moyennes parcourues chaque jour par un automobiliste, 5 km, quoi, c'est ça. Et en centre-ville, et c'est 7 km en périphérie. Ça, c'est pas beaucoup plus. Donc, une part très importante de nos déplacements motorisés peuvent passer sur la marche ou le vélo. Encore faut-il que les parcours soient correctement. Ça devient un sujet très classique, très rebattu. N'empêche que on a besoin d'accélérer là-dessus. Alors, là-dessus, plusieurs choses. D'abord, j'écoutais pas plus tard qu'en début d'après-midi la restitution d'une étude du CREDOC sur les habitudes de consommation, et qui est une étude assez intéressante parce qu'elle remonte à quasiment 47 ans d'antériorité, donc il y a des vraies tendances. Et un des points, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir que, hors Île-de-France, aujourd'hui, 63% des Français considèrent leur voiture comme un deuxième lieu de résidence, et comme au sens résidence, aussi au sens un lieu qui leur apporte de la sécurité, y compris dans cette période post-Covid, etc. Deuxième chose, deuxième chose, on est tous très friands de mobilité douce, et c'est très bien. Très concrètement, quand on parle des personnes dont Sophie parlait pour la plupart, mais il y a beaucoup d'autres personnes, des personnes en situation d'obésité, des personnes avec des difficultés de déplacement, d'équilibre, etc. Enfin, il n'y a pas besoin d'aller chercher des pathologies lourdes. En fait, ce sont des gens qui sont exclus de ces modes de déplacement. Et là, on a un petit... le credo de la mobilité douce pose quand même une petite question sur est-ce qu'on n'est pas en train d'écarter de nos aménagements des franges entières de population, y compris nous-mêmes dans quelques décennies. Donc il y a une vraie interrogation. Moi, ce qui me frappait en écoutant Sophie tout à l'heure, et c'est vraiment quelque chose que je partage, c'est l'importance de la notion de proximité. Parce que je pense que la vraie question est c'est vrai sur la question des logements, notamment. Oui, tout à fait. Mais dans toutes les dimensions, en fait. C'est la proximité du service, c'est la proximité, effectivement, des logements. Et ça, c'est une aspiration très, très profonde aujourd'hui des Français. Elle était, et elle commençait à l'être de plus en plus. La ville du quart d'heure, c'est ça ? Oui, alors je suis très méfiant sur cette expression, parce que le problème, c'est de faire la ville du quart d'heure quand on est dans la lointaine banlieue. C'est pas la ville du quart d'heure dans le centre-ville de Paris, c'est facile. La ville du quart d'heure quand on est à Sevran, c'est quoi concrètement ? Comment est-ce qu'on a tous les services qui font que la ville est complète et qu'on a le désir de vivre là-bas, parce que le bien-être, il commence par ça. Il y a une question d'ailleurs sur le chat, c'est comment donner aux enfants des futurs habitants des nouveaux quartiers envie d'y rester plus tard. Je pense à propos de Sevran, je trouve que c'est une question très juste. Ah oui, mais tout à fait. C'est comme moi je dis souvent, comment est-ce que demain on rêve d'habiter Évry-Courcouronnes ? Comment est-ce que ça devient un projet de vie pour un Français, non pas d'aller à Bordeaux,
mais d'aller à Évry-Courcouronnes. Un projet de vie et pas un projet militant, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est triste, mais on n'y est pas tout à fait encore. Hein. Et pour ça, il y a vraiment, je pense, un travail qui est un travail heureux sur la proximité. Et pour le coup, je pense que le Covid, en libérant la possibilité du travail hybride, nous donne un vrai levier de redynamisation des territoires, y compris des territoires de banlieue, même connotés, parce que ça donne des opportunités d'habiter là où on dort. Et ça, c'est crucial. Quand on a des gens qui ne font que dormir là où ils vivent et qui ne sont là que le week-end dans des espaces en plus lâches, espaces publics lâches qui ne fonctionnent pas, bah en fait, on n'a pas l'opportunité de créer un vivre ensemble, de créer ce désir, et donc d'y agréger aussi du service, parce que, et pas que du service médical, hein, la boulangerie. Ça commence par ça. Et ça, ce sont des dynamiques. Et cette question de la proximité, pour moi, c'est plus ça la clé que la question de la mobilité directe, même s'il faut interconnecter les échelles, bien évidemment. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire. Mais ça ne suffit pas, parce que c'est une réponse qui ne sera une réponse toujours que pour certains et pas pour tous. Mathé, tu avais une question. Mathé, tu es un de nos auditeurs, tu peux te présenter en 10 secondes ? C'est bon ? Ah, parfait. Bonjour, Matej Karasimonov, Eiffage Aménagement. J'aimerais vous entendre en tant qu'aménageur. Pour ma part, il n'y a pas un élu local, un maire ou une maire qui ne me demande pas d'avoir dans les projets d'aménagement un aspect santé. Soit parce qu'il y a une tradition dans la ville, soit parce qu'il y a un besoin, soit parce qu'on transforme un hôpital. En tout cas, c'est un sujet récurrent. Je vais relier ça aussi au problème de désertification médicale. Qui corrige un peu le problème de désertification ? Et je vais le relier à l'aménagement et à ce que vous faites avec Corian. Aujourd'hui, lorsque vous avez des maisons de santé, c'est souvent les communautés de communes qui vont acheter des maisons pour aider les médecins à s'installer, qui créent les aides à cela. Récemment, j'ai vu, moi, j'ai une maison dans le Finistère. Voilà, mon maire et la ville voisine s'associent pour aider à installer un dentiste. Je pense que ces élus qui ont à la fois la main sur l'urbanisme, ils ont, même si maintenant il devient intercommunal, mais en tout cas le maire reste celui qui a quand même la vision de son territoire, l'urbanisme. C'est quelqu'un aussi qui s'intéresse beaucoup, qui connaît le mieux ses concitoyens, qui était en première ligne pour les masques par exemple, qui a distribué en premier des masques en France pendant la première partie de la crise, ce sont les maires. Et je pense qu'aujourd'hui, on a une santé qui est devenue assez institutionnelle. Stéphane a cité les agences régionales de santé. Tout ça, c'est un peu éloigné. Or, les maires sont quand même encore aujourd'hui présidents des conseils de surveillance des hôpitaux. Je pense que si on remettait un bon dialogue acteurs privés ou publics, aménageurs, fournisseurs de solutions comme Corian, mais en faisant confiance aux élus locaux et aux premiers d'entre eux, on pourrait dépasser ces sujets de PLU, de stationnement sur les fonciers. Ils ont aussi la capacité, probablement, lorsqu'ils font des expropriations, d'utiliser un certain nombre d'outils réglementaires publics. On le fait pour faire du logement social. Vous citiez, Sophie, Paris. Pourquoi pas un certain nombre de préhensions pour ce type de projet, pas forcément que pour du logement social. Voilà, et on parle beaucoup de réglementaire, de national, mais moi je pense qu'on doit faire confiance peut-être beaucoup aussi aux élus locaux, et je voulais vous entendre là-dessus, comment on vit le jeu d'acteur. Juste compléter la remarque, question de Matej en racontant une petite histoire récente. Donc le parrain de la promotion 2021 est Édouard Philippe. Et il nous a accueillis au Havre il y a une semaine, 10 jours, de façon formidable d'ailleurs. On a eu de longs échanges avec lui. Et alors, on lui a posé une question là-dessus. En gros, on lui a demandé, une des questions qui lui a été posée, c'est que vous ne croyez pas qu'il faut que les maires, les élus, que la gouvernance de la ville, en gros, autant du en stage, s'occupe beaucoup plus de ces questions de santé et de bien-être. Et il a commencé par nous dire « Oh là, pas trop, hein, ça suffit, on nous charge déjà beaucoup de choses. » Et puis après,
après cette première réaction à la question, en fait, il nous a dit tout ce qu'il faisait dans ce domaine. Et c'était formidable parce qu'après une première réaction qui était négative, s'il vous plaît, poussez pas derrière, passez vite devant, etc., on a senti qu'il y avait une implication très très forte de la ville. Enfin, voilà, tout ça pour donner une expérience récente en illustration à la remarque de Mathé. Mais à vous de lui répondre. Sophie, ou tu veux que... Oui, peut-être juste, je peux donner mon témoignage, peut-être tu pourras toi donner une vision plus globale. Moi, je souscris totalement à ce qui a été dit, tout se joue avec les maires, et moi je ne connais aucun projet. J'ai parlé de mes projets à Gévy en zone détendue, ça commence toujours par le maire. En fait, tous les projets, on est en train de construire aujourd'hui dans 70 communes actuellement. C'est toujours parce qu'avec le maire, on s'est assis, on leur a demandé si ça les intéressait. Ils ont réfléchi à quel endroit ils souhaiteraient poser un tel équipement, comme si c'était un équipement public. Ils ont réfléchi à ce que ça voulait dire dans la dynamique d'aménagement de leur centre-bourg. Ils ont été ceux qui ont discuté avec le département en disant vraiment ça fait sens, aidez-nous à soutenir ce projet. Donc on le construit, et c'est vrai pour tout ce qu'on fait suppose d'être hébergé quelque part, et par construction, on commence toujours par discuter avec le maire et l'équipe municipale sur les besoins de son territoire. Est-ce que oui ou non, ça vaut la peine, quand on construit une nouvelle maison de retraite avec de la résidence-service, est-ce que ça vaut la peine de prévoir un espace pour la pharmacie ou pour le cabinet médical, ce que tu disais Stéphane, parce qu'on a la capacité de dire ça au moment où on programme. Dire finalement, est-ce que ça vaut la peine de faire un pied d'immeuble comme ci, comme ça? Et c'est le maire qui va dire, bah oui, ben non, parce que là, j'ai un cabinet qui marche très bien et ils sont très bien installés, ça ne les intéresse pas. Ou à l'inverse, oui, c'est une très bonne idée, je vais aller leur en parler. Donc je suis complètement d'accord, c'est d'abord une question de projet de vie et de communauté, et qui mieux que le maire pour savoir ce que finalement la communauté souhaite. Ce qui va être pertinent pour la vie, pour la communauté et pour l'intérêt municipal. Ceci étant, et c'est vrai dans les territoires en particulier plus importants, plus métropolitains, il y a des endroits où même la bonne volonté du maire ne sera pas forcément suffisante pour faire en sorte, pour permettre à un projet de se développer. Et je voudrais, dernier point peut-être sur la question quand même de ces fameuses maisons médicales. La réalité est têtue, hein. On a un problème d'une démographie d'abord. On peut faire toutes les maisons médicales du monde, si on n'a pas de professionnels de santé à mettre à l'intérieur, ça ne marchera pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait conscience, et ça dépasse le cadre de cette discussion, mais les numerus clausus sur les professions de santé sont une vraie catastrophe. On n'a pas formé assez de médecins. On relève petit à petit les numerus clausus aujourd'hui, mais ça va mettre 10 ans, 15 ans avant de produire effet, parce qu'il faut 10 ou 15 ans avant d'obtenir un médecin formé. Et on a aujourd'hui dupliqué le raisonnement du numerus clausus sur les infirmiers. On forme 32 000 infirmiers par an, c'est un diplôme d'État. Je pense qu'on devrait se fixer un seuil minimum d'infirmiers à former. On devrait former sans hésiter 90 000 infirmiers. Et ce n'est pas grave si à un moment ou à un autre, on exerce cette profession pendant un certain temps, puis après, on va faire autre chose. On a besoin des mêmes compétences en ressources humaines, en éducation. Enfin, ce sont des formations qu'on peut réutiliser et qu'on peut utiliser dans plein de configurations. Donc, il n'y a aucun problème à prendre très largement aujourd'hui des jeunes qui veulent se former à la profession d'infirmier. Or, aujourd'hui, on en prend avec ces histoires de quotas 1 sur 10. En sachant que les soins infirmiers à domicile sont particulièrement peu développés dans notre pays par rapport à leur potentiel. Tout ça, donc à un moment, la réalité est têtue. Ça commence par de la démographie, y compris de la démographie des professions réglementées. Et donc, on peut construire toutes les maisons médicales du monde avec les meilleurs aménagements, équipements, machin. S'il n'y a pas de médecin à mettre à l'intérieur, ça ne marche pas. Ça, c'est sûr. J'ai une question qui vient des gens connectés à distance. Alors, c'est la question classique, ça. C'est-à-dire, c'est plus qu'une question, c'est une prise de position. En gros, il faut arrêter. Le premier facteur de bien-être, c'est l'espace vital. Et donc, il faut arrêter de densifier le Grand Paris et l'Île-de-France. Donc, ça, Stéphane, c'est une question pour toi. Ah oui, tout à fait. Et c'est une question que j'aime beaucoup. D'abord, l'Île-de-France, faut bien avoir en tête que c'est pas si dense que ça. Autant la ville de Paris, c'est exceptionnellement dense. C'est de très très loin un des modèles les plus denses qui soient. Enfin, je vais pas à Hong Kong, et je suis pas sûr que ça soit le modèle de ville désirable qui soit le nôtre. Et pourtant, honnêtement, Paris, c'est pas ce qu'il y a de plus désagréable. Regardons tous les espaces verts qui sont disponibles à Paris. Et
compris la densité de Paris est très très forte, y compris en intégrant les 2 bois de Boulogne et de Vincennes. Hein. C'est pas quantitativement, c'est exceptionnel. De l'autre côté, on a des formes urbaines, les grands ensembles, qui sont incroyablement peu denses. Et d'ailleurs, petite parenthèse, dans une époque où on s'intéresse beaucoup au zéro artificialisation nette, et à juste titre, sur la consommation et la sobriété foncière, si on n'y prend pas garde, la réponse un peu toute faite au zéro artificialisation nette, si on construit haut sur peu d'espace, en mettant de grands jardins partout, ça s'appelle les grands ensembles. Et c'est à peu près la forme qui produit le moins d'urbanité qui soit, le moins de vivre ensemble, au contraire. Pourquoi ? Parce que l'espace public n'est pas tenu. Et il y a un vrai sujet de hiérarchisation des espaces. La densité, pour moi, en fait c'est un mot piège, parce que quand on regarde, on met des formes urbaines. Quand on parle de densité, en fait, on parle de formes urbaines sans y faire attention. Or, la question de la forme urbaine agréable ou pas agréable, il y a des formes urbaines qui, n'étant pas denses, peuvent être catastrophiques et donner même une impression d'écrasement et autres. Et il y a des formes urbaines qui, tout en étant très denses, créent de la qualité. Et ça renvoie, je pense, à une vraie éducation populaire de l'architecture et de l'urbanisme. Moi, en travaillant à Bordeaux, j'ai travaillé dans une ville sur laquelle, depuis à peu près 40 ans, il y a une éducation à l'architecture par une très très belle association qui s'appelle Arc en Rêve, voilà, qui a démocratisé l'architecture. Ce qui fait que quand on avait des réunions sur des sujets d'architecture, on pouvait avoir 400, 500 personnes. Et 500 personnes, alors bien sûr, les élèves architectes, quelques architectes, mais pas que, des gens des quartiers. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'on a un débat qui devient un débat sur le sujet lui-même, et non pas sur du quantitatif, qui, en fait, on ne vit pas un tableau de chiffres. On ne vit pas dans un tableau de chiffres, on vit dans un quartier avec son âme, avec son histoire, avec tout ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas qu'on perde de vue, sans compter que si on est vraiment dans une logique de la ville des proximités, dont on disait qu'il est peut-être souhaitable, notamment en préparation du grand âge, mais de plein d'autres choses, rappelons-nous quand même qu'un boulanger, c'est 800 habitants, si on veut qu'il survive. Un peu plus, il commence à bien vivre, moins, il meurt. Et on peut toujours se dire, ça serait bien que ça soit autre chose que les chiffres, mais là aussi, la réalité est un petit peu têtue. Donc, si on veut vraiment avoir une ville du service, il faut quand même une intensité urbaine suffisante pour la faire fonctionner. Sinon, on est dans du pavillonnaire. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé du pavillonnaire, parce que pour moi, le défi peut-être le plus redoutable qu'on a, c'est paradoxalement pas sur les villes moyennes. Je pense que les villes moyennes, il y a du travail à faire, hein, bien sûr, mais on commence à avoir une vraie prise de conscience, et le désir, le travail hybride rend les choses possibles. Encore faut-il peut-être choisir les villes moyennes et assumer que certaines vont peut-être mourir, chose que l'Allemagne a fait et que nous, on a du mal à assumer. Bon, je mets de côté ce sujet parce que ça pourrait nous entraîner sur quelques heures. Mais le vrai sujet, c'est le pavillonnaire. C'est comment est-ce qu'à un moment donné, avec ce tissu lâche, totalement monofonctionnel, on arrive à le transformer en un espace désirable, et sans nier sa réalité, son identité, enfin sans dire les gens qui étaient là-bas. Il y a eu un petit retournement d'image au moment du confinement, quoi, un déconfinement. C'est-à-dire que l'image du pavillon avec jardin a tout d'un coup été revalorisée parce qu'il offrait un extérieur. Oui, mais il n'offre pas le médecin. Mais il ne change pas le quartier pour autant. Ouais, voilà. Dans le 1 kilomètre qu'on fréquentait tous assidûment et avec passion, et dans lequel on a fait un recensement absolument intégral de tout ce qui existait et surtout de tout ce qui manquait, je pense que dans le pavillonnaire, il y avait quand même une liste de ce qui manquait qui a sauté aux yeux, y compris aux gens qui l'habitaient. Ce qui veut pas dire qu'ils rejettent leur mode de vie pavillonnaire. Hein. Et là-dessus, attention de ne pas porter un jugement de valeur sur ce qu'on a tous un petit peu tendance à faire un petit peu facilement là-dessus. Mais on a un vrai défi là-bas sur comment est-ce qu'on est en reconquête pour développer une offre de service et une ville des proximités, y compris dans ces territoires-là. Hein. C'est ça le sujet. C'est-à-dire finalement pour venir au plus proche de ceux et celles qui font ce choix.
Une question d'Ella dans la salle. Et juste avant que tu poses ta question, Ella, je voulais juste dire que le sujet des béguinages urbains plaît beaucoup et qu'il y a notamment quelqu'un qui embraye, je ne sais pas qui c'est un des auditeurs à distance, là, une personne connectée à distance qui dit qu'il faut absolument que les documents d'urbanisme prévoient obligatoirement des mètres carrés réservés dans toute nouvelle opération de construction résidentielle pour ce type de produit. Donc vous voyez, Sophie, que ça a beaucoup de succès. Voilà. Et les promoteurs s'y plieraient, d'autant plus que la vente d'un opérateur privé au public spécialiste est assurée. Voilà, donc allons-y pour la proposition. Et là, bonsoir, Ella Étienne Benoît, présidente de Green Solus. Avec mon équipe, on s'attelle aux enjeux de transition environnementale et sociétale et on accompagne les acteurs privés et publics sur ces enjeux sous l'angle technique, stratégique, mais également financier, extra-financier. Donc j'avais deux questions pour l'un et pour l'autre et un grand merci pour vos interventions vraiment très intéressantes. Alors, pour Madame Boissard, je voulais vous poser la question de savoir si vous aviez une politique RSE et quels étaient les partis pris forts de Korian sur le volet de la responsabilité sociétale d'entreprise. Et j'ai bien noté que vous étiez propriétaire d'un quart de votre parc immobilier, donc j'en déduis que pour les 3 quarts restants, vous êtes locataire. Est-ce que vous avez des exigences en matière de politique ESG à l'égard de vos bailleurs sur cet enjeu de finances durables qui est quand même directement lié à la RSE. Et du coup, concernant Grand Paris Aménagement, vous avez parlé de l'importance de travailler avec les acteurs privés, notamment les investisseurs privés. Et je voulais savoir si Grand Paris Aménagement avait une politique en matière d'ESG pour attirer des investisseurs privés d'un nouveau genre, notamment des véhicules à impact qui se développent de plus en plus et qui sont certainement les acteurs d'aujourd'hui et de demain pour envisager tout ce qu'on vient de se dire ce soir. C'est voilà. Des très bonnes questions qui vont faire la fin de notre débat. Et comme on avait commencé par toi, Stéphane, je propose que Sophie donne la première... non, d'ailleurs, ça devrait plutôt être le contraire. Ce que je dis, c'est que... Je ne sais pas. Allez, allons-y. Commençons par la question posée à Sophie Boissard. Je ne vais pas me reprendre. Ça n'a pas beaucoup d'importance. Merci, Sophie. J'essaie de répondre. On pourrait, comme pour la question précédente, comme tu le disais, Stéphane, on pourrait rester des heures sur le sujet. Oui. En 2 mots, oui, bien sûr, nous avons une politique RSE qui est d'ailleurs fortement assise sur la culture d'entreprise autour de nos valeurs fondamentales que sont la confiance, l'initiative et la responsabilité. Et la responsabilité, elle tient à la fois à la nature même de notre métier, de nos missions, mais aussi la responsabilité vis-à-vis des communautés, des territoires dans lesquels nous sommes actifs, y compris sur le plan environnemental et social. Ça se traduit concrètement chez nous par 15 engagements de moyen terme qui seront mesurés à 2023, qui couvrent finalement l'ensemble des interactions avec les parties prenantes. Donc il y a des engagements en matière de qualité des soins, et du respect du libre choix des personnes. Il y a des engagements en matière de qualité du travail et de mixité et de diversité des profils de nos salariés, qualité de travail et formation. Des engagements en direction des territoires, acheter local, ouvrir le fonctionnement de nos établissements à la vie locale, être engagé dans la vie associative, vis-à-vis de la recherche, tout ce qui est recherche sur les domaines de vieillissement, les maladies chroniques. Et puis, nous avons évidemment une dimension importante sur la partie strictement la planète, l'environnement. À ce stade, l'engagement, la trajectoire qui est la nôtre, c'est de réduire de 40% nos émissions de CO2 d'ici 2030 par mètre carré exploité, en usant en réalité de 3 grands leviers. D'abord l'efficacité énergétique, et donc ça vaut pour les bâtiments dont nous sommes propriétaires comme ceux que nous occupons comme locataires, avec une mesure maintenant systématique de l'ensemble de nos consommations et tout un travail classique sur l'efficacité. On n'a pas encore totalement tari cette source-là. Ça passe aussi par le travail sur le mix énergétique, la politique d'achat d'énergie verte, et ça passe surtout ensuite par tout un travail sur les déchets, la gestion des déchets, le gaspillage alimentaire également. Et puis secondairement aussi sur les plans de transport de nos salariés, mais c'est une toute petite, c'est une dizaine de % de notre empreinte carbone.
On a par ailleurs tout un programme de construction verte. Tous les bâtiments que nous mettons en service, évidemment, sont les plus modernes, hein, enfin, les plus récents qui sont nôtres ou ceux qui ont été entièrement restructurés, sont HQE ou équivalents. Donc c'est assez ambitieux comme politique. Et les foncières, nous avons 2 foncières aujourd'hui, une foncière dédiée à AGV dans zone rurale, et puis une foncière avec Cardiff et EDF Invest, plutôt sur des bâtiments plus importants, plus urbains. Et donc les stratégies d'investissement de nos foncières sont très clairement structurées autour de ce label HQ. Je terminerai en disant que nous aussi, quand on se finance, en fait, on le fait de plus en plus en structurant nos outils de financement obligataires par rapport à nos engagements RSE. Et donc, on a été le premier opérateur, je pense, à lever l'année dernière un euro PP orienté ESG, dont le taux, en fait, c'est 300 millions qui ont été levés, variera en fonction de l'atteinte, de la non-atteinte de 3 indicateurs dans notre politique RSE. Et on a levé au premier semestre un bond vert pour financer notre patrimoine, notre portefeuille immobilier en Grande-Bretagne, de manière à pouvoir là aussi bénéficier de taux optimisés en fonction de la performance environnementale de nos bâtiments. Donc voilà comment on arrive finalement, et c'est quelque chose qui est très au cœur du projet d'entreprise, puisque tout le corps social de l'entreprise et nos partenaires financiers, investisseurs sont très alignés sur le fait que, vu la nature du métier que l'on fait, on doit le faire de manière vertueuse, que ce soit en matière de qualité de l'accompagnement, d'inclusion sociale par rapport à nos collaborateurs, et d'inclusion aussi vertueuse dans les territoires dans lesquels nous opérons, et évidemment sous l'angle de l'empreinte carbone. Merci beaucoup, Sophie. Stéphane? Alors, pour ce qui nous concerne, il y a 2 choses différentes. D'abord, en tant que besoin de financement direct, pour nous, ce n'est pas le sujet, puisqu'en plus, en tant qu'établissement d'État, Bercy aime bien nous interdire d'emprunter, ou pas, ou presque. Donc, c'est pas tellement ça le sujet, c'est plutôt finalement sur la manière dont on prescrit et on vient rendre possible l'investissement sur nos territoires. Là-dessus, peut-être une toute petite incise, mais qui est importante pour comprendre ce que je vais dire. De façon assez paradoxale, notre mission n'est pas simplement de produire de la ville ou de l'aménagement, mais c'est aussi de développer et d'expérimenter avec les partenaires privés des manières de faire qui vont être reproductibles sur d'autres territoires. Je dis parce que c'est quelque chose de très très important. Et là, c'est vraiment notre spécificité d'acteur d'État. Qui nous distingue peut-être d'un opérateur public ou privé d'ailleurs, dont la première mission c'est de répondre à une commande de la collectivité ou autre. Donc bien évidemment dans cette logique-là, on essaye d'être en pointe sur un certain nombre de référentiels, et y compris d'expérimenter. Là par exemple on va lancer des opérations en copromotion immobilière. Alors ça aussi parce qu'on considère que c'est bien de demander aux autres de faire, mais c'est bien aussi de se l'imposer à nous-mêmes pour expérimenter. Et puis ça nous apprend à bien prescrire. Mais par exemple sur des opérations visant les niveaux en 2025, mais surtout 2028, voire 2031 de la RE 2020 en anticipation, avec un objectif numéro 1 qui est surtout au même prix qu'aujourd'hui. Parce que si c'est juste pour payer 20% moins cher, plus cher, c'est pas reproductible. Et le but, c'est pas la photo sur le moniteur ou autre. Le but, c'est la reproductibilité et l'industrialisation de ces éléments, ce qui nous renvoie sur des questions de politique, sur la construction hors site, sur d'autres choses. Je ferme cette parenthèse. Par rapport aux véhicules à impact, moi, j'en suis très méfiant. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que nous, globalement, on a 2 types d'interlocuteurs sur une opération d'aménagement par rapport à ceux qui vont faire. On a les promoteurs, et dont le métier est finalement de s'adresser à un tiers, à l'utilisateur final, quel qu'il soit, logement, tertiaire. Et là, on leur donne des cahiers des charges qui sont assez verrouillés dans les exigences, et on va monter progressivement là-dessus. Et après, on a les investisseurs. Mais moi, ce qui m'intéresse sur un investisseur, c'est d'abord que ça soit un acteur du très long terme. Quelque part, je suis plus à l'aise avec une compagnie d'assurance
qu'avec un acteur dont je ne connais pas la politique d'arbitrage au jour d'aujourd'hui, parce que juste trop jeune, hein, sans aller chercher midi à 14 heures. Et donc, nous, ce qu'on achète quelque part quand on s'adresse en direct à un investisseur, et on va le faire de plus en plus, puisque maintenant on va généraliser la cession de foncier directement aux investisseurs, notamment en résidentiel, quitte à ce que l'investisseur se tourne vers un promoteur en CPI ou autre. Regarde, ça c'est presque un deuxième sujet. Mais parce que ce qui nous intéresse, c'est que finalement, l'investisseur de long terme partage avec nous le temps long. Et du coup, on a un alignement d'intérêts naturel qui est beaucoup plus élevé qu'avec des acteurs structurellement court-termistes. Et là aussi, hein, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste le modèle économique. Et honnêtement, aujourd'hui, je ne sais pas mettre correctement dans une case les fonds à impact, parce que je vois bien les stratégies sous-jacentes et qui ne me posent pas de problème en soi, mais où j'ai peur aussi, à un moment donné, de stratégies d'arbitrage qui ne nous permettent pas de nous inscrire sur 15 ans, 20 ans, qui est en fait la vraie durée qui nous intéresse en tant qu'acteur. Ça devrait pouvoir se concilier, parce que quand même, il y a ça viendra. Pour beaucoup, les investisseurs dans les fonds d'impact sont des assureurs, justement. Donc, non, mais on devrait y arriver. Je suis d'accord. Mais je trouve vraiment très intéressante cette évolution vers une vente directe de foncier à des investisseurs. Et le rapprochement par la préoccupation du long terme. Ça, c'est une évolution majeure. Écoutez, on va terminer sur cet échange, vos réponses. Merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir pris ce temps. Pour moi, c'était vraiment très, très intéressant. Je pense que c'était le cas pour tous ceux qui ont suivi ce débat. Donc, merci beaucoup. Ça a nourri nos réflexions. Alors, Bertrand Fédot veut dire un mot à Sophie. Voilà, Sophie, on n'a pas eu le plaisir de se voir en présentiel, selon ce mot affreux. Mais je voulais vraiment vous remercier particulièrement d'avoir fait l'effort d'enchaîner les conférences. Parce que si j'ai bien compris, vous en avez fait une avant et vous en avez fait une avec nous. Merci beaucoup. Je dois vous dire que je mourrais d'envie d'intervenir à tout moment. Je me suis retenu. Hein. Mais quel sujet passionnant vous avez abordé. Je ne demande qu'à les reprendre. Je pense que c'est avec des discussions comme ça qu'on peut faire avancer avec rationalité, avec humanité, la ville de demain. C'est un sujet absolument déterminant. On voit se profiler des solutions. Il faut vraiment les travailler. Merci de votre intelligence des choses et merci surtout de les partager. Vos deux expériences sont incroyablement complémentaires. Je trouve que c'est un très beau débat, Pierre. Vraiment. C'est à l'honneur de Palladio. Merci Bertrand, merci à vous deux, merci à beaucoup. tous. Merci. Et merci à Stéphane. C'était un plaisir. C'était un plaisir d'échanger, un peu frustrant à distance, mais vraiment un grand plaisir. Donc, oui, tout à fait. Il faudra d'ailleurs qu'on prenne le temps d'échanger en vrai. Exactement. Voilà. Et merci à vous tous. Merci Pierre, merci Bertrand. Et longue vie à la promotion d'Auditeur. Merci. Au revoir.